Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Arab. Bienvenue dans Histoire et patrimoine. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la naissance de l'Union africaine. L'Union africaine a vu le jour le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, après évidemment la dissolution de l'Organisation de l'Unité africaine. Quand on évoque l'histoire de la naissance de l'Union africaine, on ne peut pas ne pas évoquer le sommet extraordinaire de Sirte qui s'est tenu en septembre 1999. Sirte est considéré par plusieurs historiens spécialistes du continent africain comme un tournant historique pour l'Afrique et les Africains. Elle couronne la très longue quête d'unité des peuples du continent tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, voire peut-être au-delà. À Sirte, on assiste à l'émergence de l'idée du renouveau panafricain, renouveau dicté par le contexte mondial aloré du XXIe siècle, mais aussi par l'aspiration au développement, à la justice sociale et à la modernisation. Pour rappel, le 9 septembre 1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine ont signé la déclaration de Sirte qui appelait de tous ses vœux la création d'une Union africaine envisageant l'accélération du processus d'intégration du continent afin qu'il puisse jouer le rôle légitime dans l'économie mondiale tout en faisant évidemment face à ses problèmes sociaux, économiques et politiques. Suite à cette déclaration, le 9 juillet 2002 est née officiellement à Durban, en Afrique du Sud, l'Union africaine. La naissance de l'Union africaine est l'aboutissement d'un échange entre les dirigeants africains parvenus à un consensus sur la nécessité de mobiliser le potentiel africain pour ramener l'Afrique vers une coopération et une intégration accrue des États africains. L'Union africaine s'inscrit ainsi dans une vision nouvelle qu'on peut résumer ainsi. Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Arab. Sans plus tarder, place au débriefing de cette émission avec Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Monsieur Ahmed Kateb, bonjour et bienvenue dans Histoire et patrimoine. Monsieur Ahmed Kateb, bonjour, nous avons évoqué ensemble l'histoire, la genèse, comme vous l'avez souligné la semaine dernière, la genèse et l'évolution de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous allons essayer aujourd'hui de revenir sur la création et les objectifs de l'Union africaine. J'ai parlé tout à l'heure de cette vision nouvelle, résumée en quelques mots, c'est-à-dire développement, intégration et fédération au niveau des positions internationales. Qu'en pensez-vous? Bonjour Hassan Arab. Donc on a commencé à l'expliquer la semaine passée. L'idée, la philosophie de l'Union africaine est d'être inscrit dans une conjoncture internationale, donc la mondialisation, avec son corollaire, la régionalisation, donc, et l'intégration surtout de l'Afrique dans les échanges internationaux pour que l'Afrique ne soit pas en reste, pour que l'Afrique ne soit pas à la marge de cette mondialisation. Il fallait que les Africains se prennent en charge, il fallait que les Africains pensent autrement, sortent de cette logique d'assistanat, sortent de cette logique de connexion, d'utilisation comme des faire-valoir, où l'Afrique est vue et perçue comme un réservoir de matières premières à piller
et je souligne le mot pillés, par les puissances occidentales. Maintenant, l'Afrique pense autrement. On revient au postulat de Massinissa, l'Afrique aux Africains. Donc, comment, justement, mettre en place ce postulat? Il fallait opérer une mutation de l'Organisation de l'Unité africaine vers l'Union africaine. Le sommet de Sirte en 1999 était le point de départ. Durban en 2002 était la consécration de cette mutation et la mise en place progressive de nouvelles institutions de l'Union, donc la Commission, les commissions sectorielles. La commission la plus importante, c'est paix et sécurité. Donc c'est quelque chose, c'est une commission très importante parce qu'elle est considérée comme la première commission de la commission africaine, de la grande commission africaine. Donc paix et sécurité, comment permettre aux Africains de régler par eux-mêmes leurs conflits. Donc c'est un organe d'arbitrage et de résolution de conflits, et il y a même par rapport prévu... à cette question, justement, par rapport à cette question, c'est une commission très importante. Mais est-ce que dans le cadre justement du règlement des conflits internes en Afrique, les Africains ne sont pas en quelque sorte bloqués par les principes donc de tous les pays africains, c'est-à-dire celui de la non-ingérence, hérité justement de l'ancienne OUA. OUA. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États est respectée. Cependant, lors du sommet d'Alger, en 1999, oui, il a été stipulé que l'organisation panafricaine condamne tout changement anticonstitutionnel fait dans un État africain. Donc, déjà de facto, l'État où le coup d'État, le putsch est réalisé, est exclu des instances sous réserve de retour à la normalité constitutionnelle via un agenda. Évidemment, il y a des médiations qui sont prévues. Il y a également le comité des sages qui a été institué pour permettre les médiations. Le Conseil de paix et de sécurité, sa mission est d'être en amont comme en aval pour prévenir et régler par la suite les conflits en cas de leur existence. Il y a d'autres mécanismes, notamment le NEPAD. On laisse le volet économique, on reste donc au volet politique. Politique, il y a la Commission des droits de l'homme. Les droits de l'homme, voilà. Il y a les questions de gouvernance. De oui. bonne gouvernance. Oui. D'ailleurs, au sein du NEPAD, il y a le mécanisme d'évaluation par les pairs qui évalue le degré de gouvernance, de respect de la Constitution, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance réalisée dans chaque État. Donc c'est un mécanisme indépendant, constitué de spécialistes. Il y avait de nombreux spécialistes algériens qui avaient siégé. Et ce MAEP, le mécanisme d'évaluation par les pairs, procède à des visites d'évaluation dans chaque pays africain pour remettre un rapport à la Commission africaine. Donc, on voit que l'Afrique s'est pris en charge, est à l'aune de tous ces changements à l'international, et c'est une Afrique qui s'est invitée à la table des grands. On se rappelle les G7 et G8 auxquels les dirigeants africains participaient activement pour défendre les positions du continent, pour que l'Afrique soit présente. Donc on est dans un triptyque, on va le dire en anglais, l'ownership, donc c'est une appropriation des problématiques et des questions africaines par les Africains eux-mêmes. On est dans le leadership, donc ce sont les leaders africains qui plaident les causes du continent, et on est dans le partnership, le partenariat à l'international, donc les trois niveaux du partenariat en réalité, le local, le régional et l'international, pour qu'il y ait une intégration par le bas de l'Afrique
dans toute cette dynamique de mondialisation, régionalisation, et qu'enfin, ça soit réalisé par les Africains eux-mêmes, pour les Africains eux-mêmes. Donc vous parlez de partenariat, mais également il est question d'envisager un marché commun et un volume d'investissement proprement africain, d'où la création des deux banques africaines. Des banques africaines, il y a le lancement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc ce sont autant de mécanismes qui permettent l'intégration par le bas, par l'économie. Et cette intégration permettra les échanges entre les sociétés, les peuples, les États. Donc il y a justement ces projets continentaux comme il y a des projets structurants. Citons la transsaharienne qui lie Alger à Lagos. C'est un ancien projet remis au goût du jour, mais qui constitue un axe stratégique pour permettre, avec la création et la construction du port-centre de l'Hamdaniya, la connexion de Djenjen à l'autoroute Est-Ouest, ça va permettre d'établir des connexions entre la Méditerranée et le golfe de Guinée, donc éviter justement le transport maritime des marchandises, éviter des dizaines et des dizaines de jours pour permettre l'acheminement des marchandises de la Méditerranée au golfe de Guinée au bout d'une semaine, au lieu de plusieurs semaines. C'est quelque chose d'important. La dorsale de fibre optique qui lie l'Algérie au Nigeria avec l'optique de sa continuation vers l'Afrique du Sud. Il y a le projet du TSGP, le Trans-Saharan Gazoduc Pipeline, qui lie le Nigeria à l'Algérie pour pouvoir irriguer du gaz algéro-nigérian les pays européens. Donc ce sont autant de projets structurants qui permettront aux États africains de créer les conditions de développement local. Un gazoduc qui lie l'Algérie au Nigeria peut créer des conditions de développement au Niger, au Mali, au Tchad. Donc ce sont autant de pays qui seront irrigués par ce gazoduc et qui permettra à terme la création de dynamiques de développement. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Ahmed Kateb. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales. Et merci à vous de nous avoir suivis et bonne écoute sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique.